Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la chaire gestion de crise, donc déjà le cinquième épisode de WEGI, le podcast de la chaire gestion de crise. Donc je suis Paul-Henri Richard, je suis docteur dans le domaine de la gestion de crise et ingénieur de recherche dans ce domaine au sein de l'Université de Technologie de Troyes. Et donc j'administre cette chaire qui a été cofondée avec l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cet épisode le colonel Mohamed Karaz, qui est directeur adjoint du SDIS de l'Oise, donc du service départemental d'incendie de secours de ce département. Donc c'est un colonel avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler lors de la préfiguration de la chaire sur la gestion de crise et depuis on a l'occasion d'interagir sur ces thématiques. Je pense notamment au premier hackathon de la sécurité civile qui était sur la thématique de la gestion de crise. Donc aujourd'hui, on est sur le format de partage d'expérience pour un officier supérieur de sapeurs-pompiers qui est à la fois dans des fonctions opérationnelles sur ces thématiques, mais également qui a été dans des fonctions de conception et de recherche à travers la division des formations à la gestion de crise de l'école des officiers sapeurs-pompiers. Donc colonel, merci en tout cas de prendre du temps aujourd'hui pour cet échange. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos éditeurs et présenter nos auditeurs et présenter un peu votre parcours au sein du corps des sapeurs-pompiers, votre parcours professionnel. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Concernant mon parcours, j'ai débuté comme officier au grade de capitaine en 1994 sur des fonctions fonctionnelles en direction, mais également en territorial. Donc toute une carrière depuis 1994 qui m'a vu exercer sur ces différentes fonctions et notamment avec, j'allais dire, plus de la moitié de ma carrière en unité territoriale, que ce soit en groupement ou à la tête d'un CSP, notamment celui d'Angers, pendant plus de 6 ans. Donc mon parcours a aussi comme particularité d'avoir été mis à disposition de l'État durant 4 ans auprès de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Tout d'abord en tant qu'adjoint chef de la division des formations supérieures, puis en tant que chef de division de cette même division qui avait dans son portefeuille la gestion de crise. La gestion de crise devenant un élément clé et un sujet prégnant dès 2016 a été décidé de créer une division spécifique à la gestion de crise et j'ai eu le plaisir de diriger pendant près de 2 ans. Donc voilà pour mon parcours qui depuis 2018 est aujourd'hui au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise en tant que directeur départemental adjoint. Merci mon colonel. Il y a aussi sur votre parcours justement ce passage dans le volet formation justement des cadres de la sécurité civile et puis au-delà de ce public également d'élus dans les collectivités territoriales et d'autres types de publics à ces problématiques de gestion de crise. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser à ce volet de la formation en général et plus particulièrement à la thématique de la formation à la gestion de crise, qui a été un peu une thématique qui est arrivée sur le tard. On peut dire que les pompiers en faisaient avant, mais c'était plus axé sur les problématiques de gestion opérationnelle et commandement, de cette logique qui vient notamment des armées, de structuration de l'action face à des contextes particuliers. Et puis dans votre parcours, je pense notamment au master que vous avez fait, le master sur la sécurité globale de l'Université de Troyes. Donc est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce qui vous a intéressé et pourquoi vous avez axé une partie de votre parcours sur cette dimension de la formation? Alors je crois qu'il y a 2 choses. La première, elle est d'ordre personnel, c'est une curiosité, un intérêt pour différents domaines, pas seulement celui des sapeurs-pompiers,
mais avoir cette curiosité qui nous pousse à aller voir au-delà des frontières ou du périmètre d'expertise. Donc cet intérêt m'a amené effectivement à faire ce master au sein de l'Université Technologique 3. Et là, on découvre effectivement un autre monde. Donc cette curiosité n'a pu qu'être encore plus, j'allais dire, affinée. Et c'est ce qui m'a amené effectivement à m'intéresser à cette thématique. L'autre thématique, l'autre sujet qui m'a amené sur ce point, c'est que tout simplement le constat, c'est que sur les situations de crise, il n'y a pas ce n'est pas une exclusivité. Ça nécessite effectivement différents acteurs, cette affinité, j'allais dire, à l'interservice, à l'interministériel, à des sujets qui effectivement font qu'une crise, si l'événement déclencheur peut être clairement identifié sur un domaine spécifique, généralement, on y trouve des impacts qui sont beaucoup plus larges, plus globaux. Donc, ce sont ces deux aspects qui m'ont amené à m'intéresser à la gestion de crise et l'opportunité, effectivement, d'être dans une école, avoir eu cette chance dans une école qui a senti cette nécessité de travailler sur cette thématique et à laquelle j'ai pu contribuer. Merci mon colonel. Vos réponses un peu axent un peu la suite de notre interview, avec notamment en fait des éléments fondateurs associés à la chaire gestion de crise qu'on avait pu échanger lors de la préfiguration. C'est s'intéresser à différentes dimensions de la proximité, avec notamment une certaine logique et un ressenti que les crises se vivent, se gèrent et se résolvent dans la proximité, pas une proximité territoriale et relationnelle et temporelle. C'est les premiers acteurs, c'est dans les premiers instants qu'on gère les premiers effets, et dans cette logique de proximité territoriale, c'est toute la force du modèle de la sécurité civile, de s'inscrire dans la proximité. On peut penser notamment au centre de première intervention dans les territoires, et puis sur les éléments où on va avoir l'occasion de revenir par la suite, c'est aussi montrer, et vous l'avez à travers votre parcours, tout l'intérêt de la dimension interservice et de faire face ensemble lors de situations exceptionnelles. Donc dans votre expérience un petit peu depuis quelques années de directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie de secours de l'Oise, vous n'avez pas été épargné par justement les situations exceptionnelles. Je prends quelques exemples, les très importants feux de végétation liés à la canicule en 2019, avec de très nombreux hectares, on pourrait nous dire le nombre d'hectares qui ont été brûlés à travers les différents feux de chaume. C'était aussi le premier département quasiment français impacté par la crise de la Covid-19, avec les premiers décès, et puis je crois le confinement, si je ne dis pas de bêtises, quasiment 15 jours avant le confinement général qu'on a pu connaître. Et puis aussi les thématiques associées aux inondations. Donc enfin vous allez nous le dire, mais je pense que à travers vos fonctions, vous avez pu vivre de nombreuses situations qui peuvent être considérées comme des situations de crise. Donc face à ça, vous justement, quelle est votre, à la fois dans un premier temps dans une logique de point de vue personnel, et puis peut-être, et si on a un point de vue organisationnel, une définition de l'organisation d'un SDIS, d'une situation de crise. Justement, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre point de vue de qu'est-ce qu'une situation de crise, une situation exceptionnelle à la fois pour vous et pour une organisation telle qu'un SDIS? Je dirais que ce qui caractérise pour moi une situation de crise, notamment au vu de ce qu'on a pu vivre, que ce soit à travers les différents feux de récolte en 2019, mais aussi en étant le premier département impacté par la crise Covid, c'est tout d'abord la violence avec laquelle ça impacte l'organisation, avec même, j'allais dire, un effet de surprise presque, qui peut parfois engendrer une certaine incrédulité. Alors j'y pense parce que c'est dans le regard des collaborateurs. Alors
alors là, je parle spécifiquement sous le spectre des sapeurs-pompiers, mais et qui nécessite justement ce besoin qui est exprimé d'avoir de comprendre ce qui est en train de se passer, qui met vraiment à rude épreuve l'organisation et les hommes qui la composent, les hommes et les femmes qui la composent, cette nécessité de comprendre ce qui se passe et de pouvoir se projeter, de se dire c'est quoi l'histoire, hein, qu'est-ce qui va se passer après, d'essayer d'écrire la suite et de voir comment l'organisation va pouvoir répondre, parce que dans un premier temps elle répond, je prends notamment sur les feux de récolte qui ont impacté en 2019, en juillet 2019, sur notamment 2 journées particulières, avec notamment au plus fort 28 feux en simultané. Donc on sort du cadre dans réponse traditionnelle, où on met à rude épreuve la capacité de réponse du SDIS. On dépasse même sa capacité de réponse. Et malgré tout, j'allais dire, il faut garantir la continuité à la fois du quotidien des secours, parce que ça ne s'arrête pas. Et il faut en même temps répondre sur le front de l'événement majeur qui vient vous impacter. Donc, je crois que vraiment, si j'avais à caractériser la chose, c'est de la capacité à maintenir le collectif en situation de réponse, en conservant le sens, alors même qu'on peut avoir l'impression de répondre de manière désorganisée et en tout cas pas de manière traditionnelle, ça c'est certain. Une capacité à aussi fournir une représentation commune de l'événement qui a à construire. Donc c'est tout en n'excluant pas le scénario du pire. C'est toute la difficulté, tout l'équilibre à trouver pour maintenir son organisation en état de réponse, y compris de manière dégradée. Donc, merci pour ces éléments de réponse. Hein. Si je refais la synthèse, on est vraiment dans une logique en fait d'invention face à l'inconnu. Hein. On vient bien toucher, et les autres intervenants dans les différents podcasts ou la littérature sur la gestion de crise met bien en avant ces problématiques de dépassement des capacités de réponse. Et justement, face à ce dépassement, d'inventer dans l'inconnu, de garantir la continuité, hein, de pouvoir, quand bien même il y a énormément de choses à prendre en compte, mais c'est de garantir les missions premières, notamment que peuvent avoir les sapeurs-pompiers, qui est de garantir la distribution des secours. Pour en venir plus spécifiquement justement à l'organisation en elle-même et à travers elle son équipe de direction, hein, notamment avec le directeur et puis en tant que directeur adjoint que vous représentez, quels sont dans la préparation de l'interview, on avait parlé des liens de confiance, mais justement les axes qui permettent d'ouvrir la réflexion et quels sont les points clés qu'on peut avoir dans une situation de crise justement pour essayer de maintenir le sens et de pouvoir garder un collectif face à l'inconnu. Et puis je pense notamment pour la pandémie de la Covid-19, hein, et notamment pour vous en tant que quasiment premier SDIS impacté par des cas sur le département, mais de pouvoir maintenir du lien et être en capacité de durer dans le temps sur ces thématiques. Comment justement se positionne l'équipe de direction sur ce genre de situation exceptionnelle, quoi. Alors, je crois que pour ce qui est de l'organisation SDIS, effectivement, ça repose dans la préparation. Hein, alors la préparation face à l'urgence, face à certains événements exceptionnels, j'allais pas dire c'est notre quotidien, Dieu merci, mais ça reste quand même dans l'ADN du sapeur-pompier. Donc il y a cette capacité qui est quasi inscrite dans le collectif sapeur-pompier. Et ce collectif, en fait, il repose beaucoup sur, je crois, la confiance. Et la confiance dans celui qui commande, dans le chef, peu importe le niveau, hein, qu'il soit chef de groupe, chef de colonne, chef de site, directeur départemental, c'est cette confiance qui est fondamentale. Et cette confiance, elle se construit au quotidien.
dans les rapports humains, dans les différents exercices, dans la capacité à la fois d'écoute, mais aussi la capacité à prendre des décisions parfois fortes. Ce fut le cas, je pense notamment à la crise Covid. Alors pour mémoire, nous avions activé une cellule de veille Covid le 27 janvier, et le 26 février, cette cellule de veille est devenue une cellule de crise, puisque nous avions le 25 le premier décès au sein du SDIS, au sein du département de l'Oise, et on savait que le virus circulait au sein du département. Donc des décisions fortes et qui ont suscité parfois même, je le répète, une part d'incrédulité dans le regard de certains collaborateurs. C'est quelque chose qui m'a marqué, mais en même temps une prise de conscience. Et pour pouvoir maintenir ce collectif toujours en l'état, en capacité de réponse, alors même qu'on était sur un rythme extrêmement soutenu. Donc, je vous ai dit qu'on activait que la cellule de crise Covid au sein du SDIS a été activée le 26 février, pardon. Eh bien, du 26 février au 10 juin, c'était pas moins de 573 décisions qui ont été prises. C'est 33 flashs opérationnels, 2 ordres départementaux opérationnels, et c'est des tableaux de bord qui ont été élaborés avec de nombreux indicateurs, et nous étions à 1 à 2 journées, à 2 réunions par jour. Donc un rythme extrêmement soutenu qu'il faut décliner ensuite au plus près des unités opérationnelles, qu'il faut accompagner, qu'il faut expliquer. Susciter la confiance, c'est maintenir la confiance, c'est maintenir le réseau organisationnel, ça a été fondamental. À titre d'exemple, on a vu par exemple, très rapidement, on a constaté que certains employeurs de sapeurs-pompiers volontaires ne souhaitaient plus que ces derniers interviennent dans le contexte Covid au sein du département de l'Oise. Donc il a fallu expliquer que nos protocoles que nous avions, qui étaient connus, que l'ensemble des personnels connaissaient, qui étaient mis en œuvre, que l'ensemble des mesures de protection étaient disponibles, et que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel ne soit pas exposé ou qu'il ne contamine pas les victimes d'ailleurs. Donc très rapidement on a pris des mesures très fortes, y compris en changeant le régime de travail. C'est quelque chose où on sort y compris du cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'à un moment on est amené à prendre des décisions sur la base du bon sens et pas forcément sur la base, j'allais dire, du droit. Là, le temps il y a un temps d'échange, un temps de dialogue qui peut se faire, tout s'accélère, et si on veut que les hommes et les femmes suivent dans cette organisation et dans les décisions qui sont prises, ça suppose vraiment de la confiance. Ça a été assez admirable de voir cette capacité de mobilisation et cette capacité au fait aussi à communiquer en permanence. On a eu le souci de la communication permanente en interne pour expliquer ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions et quel était le sens des décisions qui étaient prises. De même que nous communiquions à l'externe, on a mis en place 2 hotlines à destination non seulement des sapeurs-pompiers volontaires, mais également des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, très rapidement, dès les premières semaines, pour expliquer ce que nous faisions et en quoi ils pouvaient ne pas avoir de réticence à venir et à continuer à remplir leur engagement, sans quoi ça hypothéquait notre capacité de réponse. Merci pour ces différents éléments. Donc il y a de nombreuses choses à souligner. C'est tout d'abord le passage de la décision à l'action en fait. C'est toute la dimension que ça soit à travers l'équipe de direction et les cellules de crise, d'avoir des choix stratégiques à faire et puis après de pouvoir les décliner à tous les niveaux de l'organisation pour une mise en œuvre sur le terrain. Et puis là, la dimension au final qui a été mis en avant sur le volet communication interne et externe. Je pense notamment beaucoup d'organisations, mais c'était quand même fortement marqué au sein des services départementaux d'incendie de secours qui, comme le monde hospitalier, étaient considérés comme des acteurs
au front et où les directions de SDIS, je pense notamment également aux médecins chefs des services de secours et de santé médicale, ont réalisé de très nombreuses vidéos de présentation de situation, ont utilisé tous les supports de communication, que ce soit le support mail, mais aussi un support plus direct et quand même un peu plus convivial qui peut être la vidéo. Donc il y a eu ce souci qui est associé au souci d'explication et de lien de confiance, de pouvoir s'exprimer régulièrement et expliquer les décisions et la situation à l'ensemble du corps des sapeurs-pompiers, et d'avoir cette logique que vous avez vraiment bien mis en avant de la protection des pompiers prime. Voilà, on donne les moyens justement d'aller au front, et c'est pas fait de manière désordonnée, c'est fait de manière réfléchie dans une logique de protection des forces. Je pense notamment à toute la logique qui a pu avoir à la fois dans le monde des sapeurs-pompiers, mais dans de très nombreux autres secteurs, je pense au secteur de la santé, qui est la logique de la mise en commun des connaissances et du partage d'expériences. Je pense notamment à l'outil CHAP, c'est pas WhatsApp, mais c'est on va dire le WhatsApp ministériel et sécurisé du ministère de l'Intérieur. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet outil, et potentiellement d'autres outils que vous avez utilisés pour justement que ça soit en interne, et aussi un peu comme dans une logique de poisson pilote? C'est vrai que on s'est retrouvé dans une situation où on avait à innover, à inventer, à mettre en place de nouveaux process, à repenser parfois l'organisation dans sa manière de fonctionner, parce qu'il y avait deux enjeux. Le premier enjeu, bien entendu, c'était de répondre, de faire place, et le deuxième, c'était de durer. Voilà. Parce que très rapidement, dès le début, on a su qu'on s'inscrivait dans un temps long, contrairement au feu de récolte, où la vigilance, elle est maintenue à un haut niveau, et sur une période très courte. Là, on savait que cette vigilance, il fallait la maintenir sur du long terme. Donc, ça passe par beaucoup de communication, répéter les choses, les expliquer, pour toujours maintenir de manière collective un niveau de vigilance qui soit suffisant, et qui facilite aussi la mobilisation pour faire place. Alors, c'est vrai qu'en même temps, on a vu assez rapidement donc le fait que d'autres départements ont été touchés, et très rapidement on s'est tourné vers nous pour nous solliciter sur les process, les différents éléments et outils que nous avions mis en place, et nous avons un service communication performant, et là je rends hommage à un de mes camarades, Nicolas Mougin, qui a fait un excellent travail. Et l'idée a été de dire, on a différentes sollicitations, on met la tête dans le guidon, on va pas forcément avoir le temps de répondre à l'ensemble des sollicitations et des demandes de partage. Et très rapidement a été mis en place sur CHAP l'idée de pouvoir partager l'ensemble de nos productions, différentes notes, mais aussi des visiogrammes, etc., qui permettent de faciliter les outils de communication et d'information auprès des personnels. Donc ça a été, c'est vrai que ça a été un de nos outils, une de nos préoccupations, et assez rapidement on a vu cette nécessité aussi de travailler sur un rétexte très tôt, puisque avant l'été 2020, on a commencé à se dire que l'histoire était longue, qu'elle s'inscrivait dans un temps long, mais qu'il ne fallait pas qu'on oublie. C'est vrai qu'on avait mis en place très rapidement des tableaux de bord qui nous permettaient de suivre notre activité et les différents impacts, que ce soit sur les services d'ordre opérationnel, mais aussi sur le personnel, le suivi de nos équipements, nos masques, nos blouses, le nombre de transports réalisés, sur quel secteur, etc., pour pouvoir voir où était la sollicitation, où étaient les points de rupture. Donc on était sur tout cela. Nous a permis de travailler assez facilement et de pouvoir ensuite collationner
l'ensemble des informations que nous avions récoltées durant cette période et qu'on continue à récolter par ailleurs pour travailler très rapidement sur un premier rétex qu'on a très vite partagé également. Donc, si je remets en avant un peu les points clés identifiés, c'est cette logique en situation extrême et qu'on a pu aussi avoir, qui ont été présentés à travers d'autres intervenants sur le podcast, je vais pas dire d'open data, mais d'une certaine logique de très rapidement d'avoir des réseaux de partage d'informations, de partage d'expériences, d'entraide quasiment sur certaines thématiques. S'il y a des choses qui ont été initiées, qui fonctionnent à certains endroits, pourquoi réinventer l'eau chaude? C'est de gagner du temps dans une pression temporelle très forte associée à la situation de crise. Sur ce sujet, je mets en avant, c'est connu dans le monde des sapeurs-pompiers, mais on le retrouve dans plusieurs domaines de la sécurité, que ça soit avec les gendarmes, les policiers, ou pour l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, l'outil qui est le PNRS, le portail national des ressources et des savoirs, qui est alimenté vraiment très régulièrement par tout un ensemble de partage d'expériences, de retour d'expérience, d'informations associées aux événements en cours, et sur le partage que vous venez de faire, si je résume, c'est que c'est fortement utile et c'est important déjà en situation normale, mais encore plus en situation de crise. Je tiens à souligner une chose, il y a effectivement, j'allais dire, du canot officiel, mais il y a aussi ceux qui sont officieux, et ça passe aussi par des échanges parfois informels, où on répond à des interrogations, à des questionnements. Ça a été une période de très haute, où il y a eu un flux d'échanges d'informations extrêmement dense, notamment durant les 3 premiers mois, voire les 4 premiers mois de cette crise sanitaire. Pour se décentrer un petit peu de cet événement, même si forcément c'est évident qu'on l'a tous fortement vécu et que ça marquera un peu l'histoire des situations de crise. Comme je l'introduisais en début de podcast, le département vit aussi des événements qui sont plus ponctuels et qui durent moins dans le temps, mais qui correspondent notamment aux effets du changement climatique et de l'augmentation des événements extrêmes. J'en reviens un petit peu au point clé qu'on peut retrouver dans les situations de crise et dans les interactions que peut avoir une organisation telle qu'un SDIS avec d'autres acteurs. Comment justement vous interagissez avec, je pense notamment avec la préfecture, avec les fédérations d'agriculteurs, je pense pour les feux de récolte, comment on embarque en fait l'interacteur et l'interservice face à des situations un peu qui sortent de l'ordinaire, en fait, des cadres de collaboration qui peuvent changer, où il y a une nécessité justement peut-être d'inventer de nouveaux partenariats, de ce qu'on appelle un petit peu des espaces ouverts, de redéfinition de rôle entre acteurs, pour faire, on en revient un peu, ou faire face ensemble dans la proximité, quoi. Si on s'appuie sur le retour d'expérience des feux de récolte de 2019, en fait, il existait déjà un partenariat. En tout cas, des pratiques, non pas un partenariat officiel, mais déjà des pratiques qui étaient justement à confirmer, à travailler par le biais de conventions, par de partenariats officiels. L'exemple de l'agriculteur qui vient d'échaumer et qui apporte vraiment un appui précieux dans la lutte contre les feux de récolte, c'est quelque chose qu'on a vu, mais sur lequel qui n'était pas organisé. Voilà, c'était quelque chose qui se faisait de manière spontanée. L'idée, c'était de travailler de manière anticipée, à la fois sur la possibilité de bénéficier de cette collaboration et de cet appui matériel que peuvent fournir les agriculteurs, et d'autre part aussi de travailler éventuellement d'explorer les pistes d'équipements spécifiques qui nous permettent de disposer de matériels qui sont interopérables, entre guillemets. Je pense notamment à des raccords sur les citernes agricoles, etc., qui peuvent nous permettre de nous réalimenter en eau, qui peuvent permettre de faciliter les pratiques opérationnelles. Donc, c'est échanger effectivement avec les fédérations agricoles,
c'est de travailler sur l'ensemble. Ensuite, à partir du réflexe, on s'est constaté qu'effectivement, il y avait d'autres collaborations sur lesquelles on pouvait travailler. C'est notamment un meilleur partage des informations météo qui conditionnent l'activité agricole et de connaître sur quelle partie du territoire l'activité agricole sera la plus dense, etc. Donc du coup, aujourd'hui, on dispose d'un bulletin spécifique depuis ces événements qui ont conduit à l'élaboration, j'allais dire, d'un bulletin spécifique à l'instar de ce qu'on a pour les feux de forêt, sur le niveau de risque, sur aussi une connaissance du niveau d'activité agricole et sur quelle partie du territoire. Donc ça permet une meilleure préparation à la fois de notre organisation, le SDIS, et puis à la fois pour les agriculteurs une meilleure vigilance, puisqu'ils ont connaissance, ils prennent conscience aussi que l'activité qui est ainsi mise en œuvre génère du risque, et donc de prendre les premières mesures telles que le positionnement de citernes agricoles ou une déchauneuse à proximité au moment des récoltes. Donc ce sont des éléments. Et puis il y a eu un autre travail qui aujourd'hui qui manque à aboutir, mais c'est vraiment inclure une force agricole qui est en capacité de venir en appui des moyens sapeurs-pompiers. Donc tout ce travail qui se fait forcément en interministériel, en interservice, parce qu'on travaille sous l'égide de la préfecture, hein. Donc ça mobilise ces différents acteurs autour de notre préfecture pour pouvoir justement élaborer ces bonnes pratiques, les mettre en œuvre et travailler. J'ai un autre exemple aussi, c'est par un système d'alerte à partir d'une application qui nous permet automatiquement d'avoir la localisation précise du sinistre à partir d'un téléphone. Donc c'est ce type de choses qui sont développées. Donc je pense qu'à la fois nécessité fait loi, et là en l'occurrence les différentes expériences que nous avons pu vivre ont démontré, y compris dramatiques d'ailleurs, m'ont amené nécessairement à avoir cette réflexion sur l'échange d'informations, la capacité à la remonter au plus vite et comment est-ce qu'on coordonne et qu'on valorise les bonnes pratiques qui existent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le réseau, s'il se constitue en amont, s'il partage une méthodologie ou en tout cas une connaissance mutuelle et à minima, eh bien ce réseau est plus apte à pouvoir répondre au moment de l'impact, il est plus apte à se mobiliser et à se mobiliser les uns pour les autres. Donc si je prends vraiment la force du réseau, elle se construit bien en amont, et bien souvent elle est suscitée par la nécessité, c'est-à-dire une première expérience qui impacte les esprits. La valeur que qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la solidarité, en fait. C'est comment après on peut partir du principe que la solidarité arrive forcément, et on le voit en situation de crise, mais ça peut être aussi bénéfique de la préparer et de l'organiser en amont, et puis aussi avec une dimension que vous avez soulignée de lien entre différentes dimensions d'action, de la stratégie en passant par l'opérationnel jusqu'au niveau tactique et technique, avec vraiment des actions et des choses à mettre en œuvre à tous les niveaux, avec, je pense notamment au niveau stratégique, l'évolution de la doctrine, notamment de feux de végétation, avec l'augmentation un peu des zones plus ou moins combustibles au niveau des feux de végétation en France. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça me permet aussi de faire la passerelle avec ce que vous avez pu déployer et ce qui est toujours déployé actuellement au sein avec comme tête de pont, comme tête de réseau, l'école des officiers, et puis après les différents SDIS, de la formation et de la sensibilisation des élus à la gestion de crise. Donc comment ça s'est traduit,
je peux comprendre que ça a été impacté par la pandémie, mais avant la pandémie et puis peut-être, je sais pas si ça reprend actuellement, mais le déploiement un peu dans votre département de cette sensibilisation des élus à la gestion de crise, sachant qu'ils sont pris en compte et souvent considérés aussi par la population comme l'un des premiers acteurs face à des situations de crise. Hein. Les citoyens se retournent vers leurs élus en situation exceptionnelle. Alors, c'est vrai que à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, on a travaillé sur justement une formation à la sensibilisation à la gestion de crise à destination des élus et des cadres territoriaux. Mais avant d'aller plus loin, pour reprendre l'image du monde agricole, les solidarités, elles existent, parfois à l'état de germe, parfois de manière un peu plus développée dans les territoires, parfois de manière même inconsciente, mais c'est quelque chose qu'il convient de cultiver et qu'il convient de construire. Quand je dis construire, c'est partager, à l'instar de ce qu'on a fait avec le monde agricole, de travailler sur une connaissance mutuelle, de travailler sur la combinaison et la coordination des actions entre l'agriculteur et les sapeurs-pompiers au moment des feux de récolte, le partage d'informations, etc. Donc ça se construit aussi, et ça s'entretient. Et pour l'entretenir, il faut aussi semer, il faut aussi labourer, il faut aussi parcourir les territoires. Et c'est ce qu'on essaie de faire au sein de l'Oise, mais pas seulement, parce que c'était vraiment l'idée forte initiée à l'école, qui était d'aller renforcer et constituer le réseau au plus près, le réseau de proximité, celui des élus et des cadres territoriaux. Et ça passe effectivement par cette nécessité de travailler à la fois sur non seulement quelques concepts, mais surtout sur la pratique et la prise en compte, la prise de conscience de ses propres vulnérabilités. Et cette prise de conscience, elle amène à des vulnérabilités du territoire, ce qui amène à justement à comprendre l'intérêt à se mobiliser et à construire des outils pour pouvoir répondre au mieux aux cas. Donc c'est tout ce travail qu'on essaie de poursuivre à travers la sensibilisation à la gestion de crise à destination des élus et des cadres territoriaux, dans des formats qui doivent être effectivement adaptés. Hein. La disponibilité n'est pas forcément toujours là, donc ça peut être des formats d'une demi-journée, voire d'une journée. Mais en tous les cas, c'est un succès fort. Et derrière cela se cache une autre idée. On risque de me répéter. C'est-à-dire que on constitue un réseau. Le réseau, à travers la connaissance mutuelle, se construit. Et à partir du moment où il est construit et qu'il est entretenu, eh bien, la minute d'après, terme qui vous est cher, eh bien, le réseau est en capacité de se mobiliser de manière beaucoup plus vite et beaucoup plus forte, d'être beaucoup plus efficient dans sa capacité à répondre. Merci pour les différents éléments. Si on revient à la minute d'après qui nous est chère, on s'inscrit vraiment dans la proximité temporelle. Les premiers intervenants et ceux qui peuvent faire des interventions salvatrices, ça va être la victime, les premiers témoins potentiellement, en réalisant des bons gestes, en donnant l'alerte, avec des actions qui vont pouvoir avoir une importance très, très forte au cœur de la situation de crise. Pour un petit peu lancer une perspective sur ce partage d'expérience et avec votre vécu et votre poste actuel, comment vous pressentez, comment vous voyez un peu les défis associés à la thématique un peu de la gestion des crises pour les prochaines années. On peut se projeter à l'horizon 2030, qui arrive très vite, avec comme premier jalon, on peut penser notamment aux Jeux Olympiques de 2024, mais aussi les premiers retours, on peut plus dire alarmants, mais en tout cas de constats forts du GIEC et de ce qu'on peut vivre année après année d'augmentation des événements climatiques extrêmes. Donc face à ça, comment à la fois les services départementaux et au-delà de ça le monde de la sécurité civile et de ses partenaires, on peut se projeter dans l'avenir et estimer qu'ils seront sollicités de plus en plus.
On l'a vu cet été avec toute l'Europe l'Europe du Sud qui s'est quasiment embrasée avec les feux de forêt. Quels sont selon vous un peu les pistes, enfin les défis et puis les pistes de pas de solution, mais en tout cas de réponse à ces différents défis? Alors effectivement, il y a de nombreux défis. C'est vrai que le rapport alarmant du GIEC et malheureusement le constat que l'on peut faire, c'est une multiplication des événements majeurs par 6 de mémoire, d'après le rapport du GIEC, avec 17% d'intensité supplémentaire en termes d'impact. Donc on est sur effectivement quelque chose de préoccupant. Alors, j'allais dire, il y a pour moi, il y a deux défis. Le premier, alors je sais pas s'il y a un ordre, mais il y a deux défis. Pour moi, le premier, c'est celui de développer la capacité de résilience d'un territoire face à ces événements. La minute d'après, il y a un temps de montée en puissance. On ne peut pas mobiliser tous les moyens. On voit bien la nécessité aujourd'hui de disposer de moyens nationaux, voire internationaux. On a vu de nombreux pays solliciter l'aide de l'Union européenne. Donc on est dans cette nécessité de travailler aussi sur la résilience du territoire en amont pour limiter les impacts sur les bassins de vie, sur les populations elles-mêmes. Donc il y a tout un travail en amont qui doit se poursuivre, et notamment de résilience de la population. Ça passe aussi par la formation des élus et des cadres territoriaux à travers leur PCS, leur plan communal de sauvegarde. C'est cet ensemble de choses sur lesquelles il faut continuer à travailler sans que ce soit des coquilles vides, sans que ce soit quelque chose qui est réglementaire et imposé, mais qui est par la prise de conscience que de la vulnérabilité à laquelle on est exposé qui nécessite cette capacité de résilience et le développement de cette capacité de résilience. La deuxième défi qui va être à relever, c'est de maintenir la capacité de réponse alors je pense sécurité civile, c'est vrai pour toutes les organisations, c'est de maintenir cette capacité de réponse. Et elle passe par la coordination, pas forcément, ça passe par des moyens, certes, mais ça passe aussi par l'amélioration de la coordination, l'amélioration de la capacité de réponse par de l'organisation, et je pense que l'organisation existe, et de coordination avec d'autres partenaires, que ce soit l'association avec sécurité civile, mais aussi dans le cadre d'autres crises dont le cœur n'est pas forcément sécurité civile, c'est aussi avec les FSI, les forces de sécurité intérieure, etc. Donc améliorer cette coordination. Un autre niveau par rapport à ces grands défis de demain liés au réchauffement climatique, c'est le développement du mécanisme européen de protection civile, que l'on voit monter en puissance avec la mise en place de Rescue, mais également avec aujourd'hui cette nécessité, et je pense que les SDIS vont devoir, en tout cas de nombreux SDIS l'ont déjà fait, mais d'autres devront s'engager dans cette voie de mutualisation des matériels, et des matériels qui sont en mesure de répondre à certaines normes pour aussi être en capacité d'être projetés et de répondre à être en capacité à intégrer des modules européens. Cette solidarité, elle n'est pas à sens unique, que l'on met à disposition d'autres pays nous mettront aussi à disposition. Donc je pense par exemple sur les inondations, aujourd'hui la plupart des SDIS sont équipés de motopompes, très peu ont des motopompes à eau chargée. Si la fréquence augmente, il faudra qu'on puisse en disposer. Donc c'est une mutualisation de leur acquisition et l'inscription de moyens de grande capacité de pompage peut être entre SDIS à l'échelon de plusieurs départements ou à l'échelon régional, voire zonal, peut être un moyen d'organiser pour disposer de moyens qui nous permettent de répondre non seulement sur notre territoire à ces grands défis, mais aussi d'être en capacité
de s'inscrire dans la solidarité européenne à travers le mécanisme européen de protection civile. C'est vraiment un élément clé pour mettre en avant ce sujet, hein, si je dis sans dire aussi de bêtises, hein, la France va prendre un rôle tournant la présidence du Conseil européen, l'un des deux pour les 6 prochains mois là, en début 2022. Donc c'est un sujet qui est vraiment qui a été mis en avant encore cet été. On a vu les différents, notamment les différentes forces de sécurité civile européennes, à la fois françaises, mais aussi de nombreux autres pays qui ont convergé vers la Grèce. Je pense notamment aussi à des interventions de Canadair et en Algérie. Donc c'est vraiment cette solidarité qui se manifeste, qui se manifestait déjà avant, mais qui est amenée à se manifester de plus en plus à travers ce dispositif. Merci mon colonel pour cet échange extrêmement enrichissant. Je pense que nos auditeurs auront appris des choses et c'est tout l'objectif un peu du podcast. Donc merci à vous tous d'avoir écouté YJ, le podcast de la chaire Gestion de crise. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de YJ sur le mois d'octobre 2021. Merci à tous.